lancer. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire dans la droite lignée des webinaires que nous avons initiés ensemble sur les grands sujets de santé publique et celui-ci est en effet un sujet important. Donc, comme vous le savez, en 2025, la santé mentale a donc été placée au cœur des priorités nationales et est donc devenue la grande cause nationale. Cette démarche donc va permettre de mobiliser autour de plusieurs enjeux essentiels. Tout d'abord, déstigmatiser les troubles psychiques et la santé mentale en général, chasser quelques a priori et idées reçues autour de cette santé mentale, prévenir et repérer précocement les signes avant-coureurs, surtout pour nous professionnels au comptoir, nous qui avons tissé, qui sachons, qui pouvons tisser effectivement des liens importants et étroits avec les patients et améliorer l'accès aux soins et accompagner le patient au mieux. Donc, il s'agit de cet engagement fort pour améliorer la prise en charge, favoriser l'inclusion et sensibiliser chacun à l'importance du bien-être mental. Donc, de ce fait, votre URPS a conçu un guide qui va vous permettre de répondre à certaines questions que vous vous posez autour de cette santé mentale et de pouvoir développer ainsi donc, le bon accompagnement pour les patients atteints de troubles psychiques en général. Donc, je laisse tout de suite la main à Oriane pour vous développer le sujet. Parfait, merci à vous. Donc effectivement, c'est moi qui vais prendre la main sur ce temps de webinaire avec effectivement ma casquette de psychologue pour vous parler de la santé mentale, pour vous parler de, en tant que professionnel de santé non expert de la question de la santé mentale, quand intervenir. Alors évidemment, c'est pas en 1 heure de temps de webinaire que vous aurez les éléments clés en main, d'où à nouveau cette question de guide et d'outils qui vous seront transmis avec l'enregistrement dans les jours qui suivent ce temps de webinaire. L'idée du webinaire, c'est vraiment de pouvoir vous introduire ces sujets pour que vous puissiez plus facilement ensuite prendre en main les outils qui viendront justement compléter ce fameux temps de webinaire. Donc, c'est vraiment à voir comme un élément complet qui vous permettra ensuite de déployer les premiers secours en santé mentale à l'officine. Donc, pour pouvoir répondre à ces enjeux, cette grande cause nationale, effectivement, on va voir ensemble 3 grandes parties qui vont nous permettre de justement répondre à nos 3 grands objectifs. La première chose que l'on va voir ensemble, ça va être la question de comprendre justement ce qu'est cette santé mentale, ce que ça signifie réellement. Vous, en tête, en tant que professionnel de santé qui recevez régulièrement un public, vous avez certainement des situations, on va dire, un petit peu impressionnantes qui vous ont marqué au comptoir parce qu'un patient a été particulièrement dérangeant par son agressivité peut-être, par des propos qui sortaient de l'ordinaire ou je ne sais quoi. En tout cas, effectivement, vous avez l'image souvent d'une situation qui s'est dégradée dans le temps et dont il est difficile de se mobiliser, trouver une solution. Mais justement, avant même de se poser la question de cette pathologie qui s'inscrit dans le temps, si on remonte bien en avant, justement, quand est-ce qu'on peut considérer que ce trouble commence pour pouvoir assurer ce fameux rétablissement plus rapidement? Quand est-ce qu'on considère justement que on est dans le normal, entre grands guillemets, et au contraire dans l'état pathologique? Dans quelle mesure est-ce que se sentir stressé, nerveux, ne pas réussir à endormir pendant un temps court, un temps long, etc., dans quelle mesure est-ce que ça veut dire être en bonne ou en mauvaise santé mentale? Et donc, vous voyez, la question de la santé mentale est déjà bien plus grande que simplement la pathologie. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de voir ensemble avant même de se poser la question comment mettre en place des premiers secours en santé mentale. Ensuite, forcément, la deuxième partie, c'est comprendre concrètement ce que sont les premiers secours en santé mentale. Comment on peut développer nos compétences collectives et nos compétences individuelles en interne à l'officine pour repérer les premiers signes, repérer au contraire des symptômes un peu plus importants et savoir tout de suite comment réagir
pour se protéger, réagir pour orienter, etc., etc. Donc vraiment, justement, ce que sont les premiers secours en santé mentale, et vous, en tant que pharmacie d'officine, ce que vous pouvez faire pour justement gérer, mettre en place les premiers secours en santé mentale. Et enfin, comme je vous le disais, ce webinaire se complétera forcément d'une suite, c'est-à-dire l'objectif, c'est ensuite de se poser les questions comment faciliter cette mise en place, notamment via des outils clés en main que nous vous fournirons du coup à la suite de ce webinaire. Première chose, et non des moindres, comme je vous le disais, la première partie de ce temps de webinaire est donc de comprendre ce qu'est la santé mentale au travers d'une définition que l'on tentera la plus simple possible, puisque vous imaginez que nous pourrions partir dans des grands débats philosophiques. Mais effectivement, l'objectif, c'est d'avoir des notions de base pour pouvoir effectivement comprendre cette fameuse ligne entre je suis en bonne santé mentale et l'antonyme je suis dans un état pathologique de courte ou de longue durée. Vraiment comprendre la santé et son antonyme. Et enfin, on présentera rapidement quelques chiffres qui vous permettront, alors entre guillemets malheureusement, de comprendre pourquoi est-ce que la santé mentale est la grande cause nationale pour cette année et donc finalement pourquoi votre URPS et ce webinaire en cette journée pour venir se former, s'informer sur les premiers secours en santé mentale. Donc la santé mentale en elle-même. Évidemment et très simplement, il n'existe pas de définition universelle de la santé mentale. Vous le comprenez peut-être déjà, sa représentation, le fait d'être en bonne santé mentale, est culturellement déterminée, et fluctue dans le temps. Se sentir dans un bien-être psychologique, chacun en a sa propre définition déjà entre nous à ce webinaire, mais en plus dans chaque partie du continent du globe. Donc c'est pour ça qu'on parle effectivement d'une représentation qui n'est pas universelle. On s'accorde évidemment pour autant tous à dire que la santé mentale fait partie intégrante de la santé générale, de la qualité de vie des individus et relève donc à ce titre d'un droit fondamental. La santé mentale est donc une composante essentielle de la santé, ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Si nous devions la définir un peu plus précisément, parce que jusqu'ici, je ne vous ai pas forcément aidé à vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Nous pourrions dire que la santé mentale est un état de bien-être psychologique, voire même de bien-être global, qui permet à chacun de réaliser son potentiel, c'est-à-dire réaliser son bon fonctionnement cognitif, ses tâches du quotidien, aller au travail, aller chercher ses enfants, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on a à faire au quotidien, tout en faisant face aux difficultés normales de la vie, au stress que ces difficultés vont générer, au stress que peut générer des frustrations, des événements difficiles, des problèmes à résoudre, etc., etc., pour que, face à ces situations, on puisse toujours être en mesure, à nouveau, d'aller travailler, de maintenir son attention, d'interagir avec les autres, etc., etc. Et évidemment, comme on vient de le dire, cet état de bien-être n'est pas seulement à voir comme l'absence de maladie, puisque c'est un état incontinu. Et l'objectif est plutôt de voir dans quelle mesure, quand il y a une difficulté, de la difficulté, si nous parvenons ou non à surmonter ces difficultés. Je vais prendre deux exemples qui vont beaucoup mieux vous parler et vous permettre de visualiser un petit peu ces deux notions, parce que je comprends que cette notion d'incontinuité soit pas forcément facile à comprendre. Il y a deux exemples qui marchent assez bien. La question du funambule et l'image du bateau. Vous l'avez là sur les slides, ça vous permet un petit peu de visualiser où je vais en venir. Le funambule s'attache, son activité du quotidien, clairement, c'est d'avancer sans perdre l'équilibre sur une ligne. Nous sommes d'accord. Par contre, il peut y avoir des événements externes ou internes qui peuvent venir le déstabiliser. Il y a du vent ce jour-là, la ligne est plus fine qu'à son habitude, notre funambule a moins bien dormi, etc., etc. En tout cas, il est déstabilisé. Mais dans mon hypothèse, il parvient toujours à avancer. Ce qui veut donc dire que c'est un état incontinu, mais qu'il parvient toujours à avancer. Donc on peut partir du principe qu'il parvient à maintenir sa santé mentale. À l'inverse, un jour, notre funambule ne parvient plus à maintenir son équilibre, à avancer, et donc il tombe. C'est là où on peut partir du principe que c'est le début de l'état pathologique.
Et si je vais même plus loin et que j'imagine que vous allez commencer à voir où je veux en venir, bah, si notre funambule, lorsqu'il est en train de tomber, est justement rattrapé suffisamment tôt par un filet, par autre chose, bah, il va se remettre beaucoup plus rapidement et facilement de cette chute que si il tombe par terre. Bah, l'idée est exactement la même dans la santé mentale. Quelqu'un qui n'arrive plus à avancer au quotidien, à se sentir dans un état de bien-être, à entrer en interaction avec les autres, etc., etc., bah, à nouveau, plus il sort rapidement de cette situation-là, plus il se rétablira rapidement. D'où à nouveau la question des premiers secours en santé mentale. Je vais utiliser une autre image qui fonctionne aussi toujours très bien, c'est l'image du bateau. Quelle est justement l'activité au quotidien de notre bateau? Eh bien, par contre, cette fois-ci, c'est d'avancer malgré les vagues, d'avancer avec effectivement une équipe qui parvient à naviguer sur ce bateau, etc., etc. Par contre, effectivement, il y a un jour où la vague peut être trop grande, ou alors le personnel à bord pas suffisamment attentif, etc., etc. Ça peut être interne et externe, hein. À chaque fois, je prends des exemples des deux. Et là, à nouveau, bah, exactement le même exemple que tout à l'heure, bah, si on ne le sort pas de l'eau suffisamment tôt, vous imaginez bien que notre bateau sera que plus abîmé, avec une coque en plus mauvais état, s'il est sorti de l'eau un peu trop longtemps, voire très longtemps après. L'idée est la même. Notre santé mentale, c'est être en capacité un continu, évidemment, mais de continuer à avancer au niveau cognitif, au niveau des activités, au niveau de notre lien social, etc., etc. Et plus on reste dans une situation où on a des signes et des symptômes qui vont venir impacter tout ce qu'on vient de citer, plus effectivement on aura de difficultés à sortir de cet état, quel qu'il puisse être. Évidemment, j'ai commencé un petit peu à vous l'introduire, comme pour notre bateau et notre funambule, parce qu'il y a plusieurs types de bateaux, plusieurs types de funambules, bah, l'idée est la même pour nous. On n'est pas tous égaux dans la santé mentale. La santé mentale, elle est déterminée par des facteurs biologiques, la génétique par exemple, l'âge, certains problèmes de santé physique qui peuvent venir impacter la santé mentale, certains traitements pour d'autres problèmes qui peuvent venir impacter la santé mentale, etc., etc. Il y a d'autres facteurs psychologiques, certaines expériences qui ont été vécues, certains traumatismes, la gestion du stress qui est propre à chacun, etc., etc. Et enfin, des facteurs sociaux qui peuvent venir impacter notre santé mentale. La pauvreté, par exemple, la discrimination, le manque de soutien social, etc., etc. Tout ça va effectivement faire qu'on a des facteurs qui vont venir bah, disons, nous manger nos ressources que l'on a, nos ressources qui peuvent être individuelles ou collectives, et ne pas permettre à notre bateau d'avoir suffisamment de ressources pour continuer à avancer malgré les vagues, et ne pas permettre à notre funambule d'avoir suffisamment de ressources pour maintenir son équilibre. Donc, si on a chacun des facteurs qui ne sont pas égaux, par contre, on est égaux tous pour une chose, c'est le fait de justement venir développer ces ressources, qu'elles soient individuelles ou collectives. Par exemple, si notre funambule cède d'un élément pour venir s'équilibrer, que notre bateau renforce sa coque, etc., etc., bah, ça peut permettre enfin, malgré les facteurs internes ou externes, bah, ça peut permettre à nos deux exemples bah, de continuer à avancer, de continuer à accomplir les tâches, les tâches du quotidien. Donc, que ce soit développer les ressources individuelles ou collectives en faisant certaines activités, en prenant soin de sa santé mentale, etc., etc. En tout cas, pour développer les ressources, on est tous égaux. Et donc, à l'inverse de cette question de la santé mentale, on a effectivement la question de l'état pathologique. Donc, la santé mentale, elle est incontinue et peut aller dans l'autre sens jusqu'à être altérée par une série de troubles définis par un ensemble de symptômes qui peuvent être, on l'a quasiment vu avant, cognitifs, émotionnels et comportementaux et qui sont cliniquement reconnaissables. Des fois, ces troubles apparaissent de manière peu visible et anecdotique, dirais-je, comme un petit peu une égratignure passagère. Et des fois, évidemment, forcément, et là, vous l'avez vu, peut-être plus au comptoir, mais vous avez des troubles qui sont beaucoup plus impactants, beaucoup plus impressionnants, autant dans le type de trouble que dans la durée.
Et c'est là où forcément, on ne va plus parler simplement de troubles en eux-mêmes, mais on va aller vraiment sur l'état pathologique, voire autrement dit les maladies dites mentales, ou encore autrement dit les maladies dites psychiatriques. La question n'est pas tant de quand faut-il s'inquiéter, c'est-à-dire à la première égratignure ou lorsqu'on a vraiment les plus gros symptômes, mais plutôt effectivement comment savoir développer et développer des ressources en interne pour justement éviter que notre funambule tombe ou s'il tombe, remonter le plus vite possible, ou éviter que notre bateau reste trop longtemps sous l'eau sans être repéré, par exemple, par quelqu'un d'autre. Donc la question n'est pas tant justement, enfin de toute façon la question ne sera pas de diagnostiquer, mais la question n'est pas tant de se poser la question est-ce que c'est juste une égratignure ou un trouble qui persiste. Vous noterez déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez que dans les objectifs de cette cause nationale, il y avait le fait de déstigmatiser les troubles. Mais effectivement, mon objectif, c'est d'utiliser vraiment des termes simples et communs, comme la notion d'égratignure, qui fait presque un lien avec justement les symptômes un peu plus physiques. Et je parle effectivement de signes et de symptômes un peu plus impactants. Mais globalement, j'essaye de normaliser le fait de parler de sa santé mentale comme nous parlons de notre santé physique, et justement de vous permettre petit à petit d'avoir une posture dans laquelle vous seriez à même de questionner un patient sur une égratignure visible, physique, autant que sur une égratignure, effectivement, de sa santé mentale. Donc, en tout cas, on l'a dit, les troubles mentaux sont des modifications importantes de la pensée, de l'humeur, du comportement, qui entraînent une détresse plus ou moins importante, plus ou moins longue, mais qui en tout cas va venir altérer le fonctionnement normal d'un individu dans ses relations sociales, dans son travail, dans ses études, etc., etc. Ça peut amener, donc ces troubles peuvent amener à la question de la maladie, des maladies, de l'état pathologique. La question des états de crise, ben, c'est lorsque le trouble ou la maladie présente des risques associés que l'on va évidemment éviter dans un premier temps de manière très opérationnelle à la pharmacie pour se sécuriser et sécuriser aussi toutes les personnes présentes dans la pharmacie, autant le patient qui a des troubles au niveau de sa santé mentale que les autres patients présents. Mais évidemment, et aussi, au-delà de sécuriser à l'instant T, bah, l'objectif, c'est d'évaluer pour qu'une situation à risque ne se présente pas pour le patient lorsqu'il quittera la structure de la pharmacie. Quand on parle d'état de crise, évidemment, on en reparlera tout à l'heure, bah, on parle de comportement à risque, de conduite agressive, d'idées suicidaires, de mise en danger de sa vie ou de mise en danger de la vie d'autrui. De pouvoir effectivement, bah, à nouveau, éviter ces situations-là dans la structure et d'éviter ces situations-là pour le patient. La question du handicap intervient lorsque la personne n'est plus en mesure de faire face à ses obligations d'autonomie pour assurer ses besoins élémentaires dans un environnement social donné. Mais évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Vous avez des personnes dans un état pathologique qui peut paraître important, mais qui finalement répondent toujours à ces besoins élémentaires et n'a donc peut-être pas de reconnaissance en termes de handicap. Mais effectivement, dès lors qu'une personne atteinte de troubles n'est plus à même de répondre à ses besoins, obligations, bah là, on peut parler d'handicap psychique. Vous avez du coup répertorié devant vous les 6 principaux troubles référencés en tout cas en France. Évidemment, il peut y en avoir d'autres, hein, mais effectivement, le plus probable, mais donc le plus probable, effectivement, c'est effectivement de rencontrer ces types de troubles-là. Troubles dépressifs, troubles anxieux, troubles psychotiques, troubles liés à l'utilisation, la consommation d'une substance, troubles d'addiction au jeu et troubles alimentaires. On va rajouter. Donc les principaux troubles effectivement psychiques répertoriés en France. Donc si certains troubles étaient évidents, je sais qu'il peut être surprenant de considérer certains troubles comme une maladie mentale. Prenons l'exemple des problèmes d'addiction, par exemple, notamment au jeu. En réalité, si nous prenons, ça peut paraître surprenant, hein, ça je vous l'accorde parfaitement, mais en réalité, si nous prenons du recul, nous remarquons que l'addiction peut aller jusqu'à impacter la définition de la santé mentale que nous avons vue tout à l'heure, dès lors
que nous ne parvenons plus à effectuer nos tâches du quotidien. La fameuse définition de la santé mentale, eh bien, quel que soit le type de trouble qui viendrait impacter cette définition-là, ben, effectivement, se poserait la question enfin, ne se pose pas la question, les troubles viennent impacter notre santé mentale. Point à la ligne. Donc évidemment, nous n'aurons pas le temps d'aller plus loin sur tous les troubles, leurs définitions, leurs signes, leurs symptômes. Rappelons que de toute façon, vous ne diagnostiquez pas, vous accueillez, vous lisez les signes, les symptômes pour savoir agir, réagir, réorienter, identifier, etc., etc. Donc rappelons que vous aurez les fameux outils qui vous permettront d'avoir les connaissances sur les signes et les symptômes à repérer, notamment lorsqu'ils commencent, mais à nouveau, pas de diagnostic de toute façon. Donc, au vu du temps qui nous est imparti, nous n'aurons évidemment pas l'occasion d'aller plus loin. Je ne vous ferai pas une lecture entière et complète de ces chiffres clés. Je vous laisserai en prendre connaissance. De toute façon, vous aurez les supports. Mais effectivement, sur l'ensemble des recherches faites au cours des 20 dernières années, nous comprenons que globalement, la santé mentale de la population est plutôt inquiétante. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui forcément pas pour rien. Donc, une bonne partie de la population présente ou à présenter un état pathologique, notamment avec la question de troubles sévères. Au point effectivement que ces maladies mentales, maladies psychiatriques, sont au troisième rang des maladies en termes de prévalence. Le trouble le plus répandu, effectivement, les troubles les plus répandus sont les troubles dépressifs, avec effectivement le suicide en première cause de mortalité. Je ne ferai pas non plus un long étalage de la question de la crise sanitaire, mais effectivement et forcément, elle a joué un rôle dans ces chiffres clés-là qui ont évolué encore et nous laissent à penser encore que la santé mentale ne s'améliore globalement effectivement pas. Autant dans la situation sanitaire en elle-même que dans sa gestion, on voit qu'elle a impacté la santé mentale. Si on va plus loin et qu'on parle du contexte actuel, le contexte actuel nous laisse à penser que des recherches plus récentes ne seraient que plus inquiétantes. Si on parle, comme tout à l'heure, de ressources individuelles et collectives, on note qu'aujourd'hui, celles-ci peuvent être vraiment mises à mal. Je vous invite, par exemple, ce soir à allumer votre journal télévision, à vous demander si, en l'éteignant ensuite, après avoir tout regardé, vous vous sentez plutôt inquiet, anxieux, etc., etc. Et si la réponse est oui, d'imaginer si vous étiez effectivement une personne avec moins de ressources, avec des facteurs qui viendraient déjà fragiliser, disons, la santé mentale. Et imaginez-vous, du coup, dans cette situation-là. Et donc, vous voyez que le contexte actuel, forcément, vient impacter cette question de la santé mentale. Donc, il n'a pas forcément été facile parce que j'ai tenté de ramener effectivement à votre secteur. Il n'y a pas forcément beaucoup de recherches très spécifiques au secteur de la Guadeloupe. Je me suis permise quand même de mettre deux grandes notions, la notion de la caractéristique des caractéristiques de la population et des caractéristiques des équipements en eux-mêmes. Globalement, ce qui est à retenir, donc les recherches sont davantage tournées vers ces éléments-là, mais effectivement, ils nous permettent de comprendre que ces fameux facteurs individuels et collectifs sont possiblement plus mis à mal en Guadeloupe qu'en métropole. Un niveau individuel, bon, en termes de prévalence, on voit des niveaux similaires. Par contre, on note que la population est vieillissante et on l'a vu ensemble, c'est un des facteurs biologiques qui peut venir impacter la santé mentale. On note effectivement des problématiques qui peuvent venir à nouveau être des facteurs qui vont venir impacter la santé mentale et qui en tout cas amènent à des situations d'urgence psychiatrique qui sont plus importantes qu'en métropole. Au niveau connectif, ce qui est à noter, c'est que la question du suivi hospitalier semble comparable. Par contre, la question du diagnostic en amont et du suivi en aval est un peu plus complexe, où ce qui est remonté des recherches, c'est qu'effectivement, il y a un lien qui paraît moins important entre ville-hôpital et au niveau du diagnostic en amont. Donc forcément, et à nouveau, en tant que structure de premier recours, tout l'intérêt des premiers secours en santé mentale sont effectivement de pouvoir repérer pour orienter. Et donc voilà, se sensibiliser aux premiers secours en santé mentale dans ce contexte-là,
pour pouvoir repérer le plus tôt possible. Donc, les premiers secours en santé mentale, qu'est-ce que c'est? Donc, nous l'avons dit, si notre bateau reste sous l'eau longtemps, que notre funambule tombe, bah, le rétablissement n'est que plus long. Aussi, si un maximum de personnes non professionnelles de la santé mentale, évidemment, sont sensibilisées pour à minima être capables de parler de santé mentale autant que de santé physique, de repérer des signes, de réorienter, bah forcément, à terme, on aura un vrai levier pour pouvoir assurer un rétablissement plus rapide, puisqu'on aura eu un repérage plus tôt avec une réorientation mieux maîtrisée. Et donc, c'est ça vraiment l'objectif des premiers secours en santé mentale de manière générale, mais forcément, cet objectif est encore plus vrai dans les pharmacies d'officine, puisque l'objectif, c'est de sensibiliser, repérer, réorienter. Donc, à nouveau, en tant qu'acteur, et je le souligne, hein, à nouveau vraiment, en tant qu'acteur de premier recours et premier secours, l'officine trouve parfaitement sa place de secouriste en santé mentale. Elle a accès aux patients sous traitement et peut donc échanger quant à l'évolution des symptômes. Là, je parle vraiment de patients qui ont déjà un diagnostic ou de traitements qui viennent impacter la santé mentale. En tout cas, vous avez déjà accès à ces éléments-là, ces informations-là, et vous pouvez faire le suivi. Ensuite, en tant à nouveau que structure de premier recours, il est plus que probable qu'un patient qui présente des débuts de symptômes comme je n'arrive pas à dormir, je me sens de plus en plus stressé, je me sens de plus en plus déprimé, bah, il est plus que probable qu'un patient qui présente ces symptômes-là, en se demandant qu'est-ce qu'il se passe, se rende à la pharmacie pour avoir un premier conseil. Qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. D'où l'intérêt de savoir repérer les signes et de savoir effectivement réorienter lorsque nécessaire, en tout cas accompagner. Et donc, dans tous les cas, de toute façon, de manière générale, nous l'avons dit, l'officine est une structure de santé. Et en tant que structure de santé, on l'a dit tout au début, la santé mentale fait partie de la santé globale. Donc, de la même manière, on s'intéresse à la santé physique comme à la santé mentale. Donc, pour développer les compétences des équipes, l'objectif, effectivement, ça va venir l'objectif va être de se sensibiliser, d'utiliser les outils pour vous protéger dans des situations à risque et à pouvoir réagir en tant que structure de premier recours et premier secours. Alors, donc là, c'est la méthode d'intervention des premiers secours en santé mentale qui est à voir un petit peu comme un plan d'action. Donc, plan d'action en 5 étapes, évidemment, qui sont à adapter. Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une méthode d'intervention qui soit assez simple à retenir, simplement pour ne, entre guillemets, pas oublier d'action. Si forcément vous passez par une autre action avant la première. Enfin, disons que c'est pas un ordre strict à suivre. C'est vraiment simplement pour venir vous rappeler de ce qui est à partager lorsqu'on est secouriste en santé mentale. Donc effectivement, la première chose, ça va être, pas forcément dans cet ordre-là, mais ce qu'il faudra faire notamment, c'est venir approcher la personne, c'est-à-dire tout simplement ouvrir l'échange et pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas d'urgence vitale. Vous vous rappelez, on a commencé petit à petit à parler de consommation, par exemple. Forcément, lorsque la consommation pousse à se poser la question d'une urgence vitale, là, on n'est pas sur, évidemment, déployer un plan d'action aéré. On est sur réagir aux problèmes immédiats. Pareil, si la personne, effectivement, vous parle de risque suicidaire, là, on n'est plus sur déployer le plan d'action aéré. On est sur, effectivement, réagir face à un risque réel. On en parlera tout à l'heure, hein, de la gestion des états de crise. Mais le cas dans lequel, effectivement, nous n'irions pas sur ce plan d'action-là, c'est dans le cas où on repère, effectivement, une urgence vitale. Mais évidemment, l'objectif, ça va être d'ouvrir l'échange, de mettre en évidence, comme vous l'auriez fait pour une blessure physique, pour un élément physique, ça va être de repérer ce signe que vous liez forcément à la santé mentale, même si ce n'est pas encore le cas de votre patient, pour amener la conversation autour de la santé mentale. Je repère que vous êtes un peu plus fatigué en ce moment. Vous m'avez dit effectivement que vous vous sentiez un petit peu déprimé. Ce fameux signe va être le levier pour pouvoir approcher la personne et entamer la question de la santé mentale.
Évidemment, si la personne ne souhaite en aucun cas continuer et poursuivre la conversation, vous avez planté une graine qui amène à échanger avec vous, point à la ligne. On va pas, on respecte la vie privée, on n'a pas à aller plus loin si ce n'est pas souhaité. Deuxième étape, écouter attentivement et sans jugement, bah forcément, hein, c'est reformuler, s'assurer de bien avoir compris, faire attention à sa communication verbale, sa communication corporelle, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va laisser bah, la personne, enfin, on va essayer de comprendre un petit peu les signes, les symptômes. Si la personne ne veut toujours pas parler, évidemment, on l'a déjà dit, entre guillemets, on met fin à la discussion. Si la personne communique avec nous, bah, ça nous amènera à comprendre un petit peu plus et informer de manière un peu plus adaptée. Parlons du cas complètement inverse où la personne, bah, du coup, a l'occasion de parler de sa santé mentale et vous donne beaucoup trop d'éléments, enfin, finalement, déverse tout ce qui est à déverser parce qu'enfin, elle a l'occasion de parler de sa problématique ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, j'essaye de vous parler des grands cas. Évidemment et forcément, rien ne... Enfin, ça, c'est à voir comme un levier, comme un signe que la personne aura besoin d'aller voir un professionnel de la santé mentale. C'est pas forcément facile, mais vous, l'objectif, ça va être bah, de cadrer l'échange, de rappeler que nous sommes à la pharmacie d'officine, que vous n'êtes pas un professionnel de la santé mentale, mais que bah, son besoin de communiquer à ce sujet-là bah, peut être facilement résolu en allant voir bah, tel professionnel que vous connaissez bien, avec qui d'autres patients ont déjà été en lien, etc., etc. C'est-à-dire qu'assez rapidement, on va être à cette troisième action qui va vous permettre cela. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de réconforter et d'informer, de quelque manière que ce soit, de rappeler que la personne peut se rétablir, de rappeler que la personne n'est pas la seule à présenter ce type de signes, de symptômes, pour amener doucement à cette question de voici comment trouver des solutions. Et les solutions sont les professionnels de la santé mentale, et ou, à nouveau, le fait de développer certaines ressources. Vous avez des solutions à la pharmacie. Lorsqu'une personne vous parle effectivement, alors il faut toujours traiter la cause et pas que le symptôme, mais vous avez possiblement des solutions à la pharmacie pour des questions de sommeil, pour des questions de gestion du stress, etc., etc. Mais au-delà de ces ressources-là que vous avez aussi peut-être en interne, c'est aussi peut-être bah, le fait de proposer certaines activités aux patients que vous avez en face, c'est le fait de fournir certaines coordonnées d'associations que vous connaissez, etc., etc. C'est toutes les solutions autres que les professionnels de la santé mentale. Donc, nous l'avons dit, dans l'étape 1 de notre fameux plan d'action, il y a le fait d'évaluer la situation de crise, de repérer les fameuses situations d'urgence vitale. Lorsqu'effectivement, bah, on approche la personne et qu'on se rend compte que par un effet grave de consommation d'alcool ou de drogue, par un comportement suicidaire, par effectivement un état psychotique sévère ou je ne sais quoi, en tout cas, effectivement, on repère qu'il y a une urgence immédiate, bah effectivement, là, on n'a pas le choix. Lever effectivement du secret professionnel parce qu'il y a danger pour soi ou la vie d'autrui, c'est le seul cas pour lequel on peut lever le secret professionnel et on appelle les services d'urgence. Urgence psychiatrique, les pompiers, la police, ça dépend de la situation, mais l'objectif va être de mettre en sécurité la personne et de mettre en sécurité l'officine. En attendant forcément les secours, bah, on reste calme, on reste cadrant, on essaye d'apaiser au maximum la situation en ne se mettant autant que possible forcément pas en danger. On reviendra là-dessus quand on parlera des recommandations. Par contre, dans le cas où on repère une situation qui n'est pas une situation d'urgence vitale immédiate, je pense par exemple à la question de l'automutilation non suicidaire, bah là c'est le seul cas où le secret professionnel ne se lèvera pas. Et là, vous allez pouvoir utiliser ces signes et ces symptômes-là pour pouvoir déployer le fameux plan d'action aéré. Je vois effectivement, bah, vous me remontez que en ce moment vous êtes un petit peu déprimé. Je vois effectivement sur vos avant-bras ces traces-là. Je peux en conclure que, peut-être à tort, mais je peux en conclure que. Sachez effectivement que on a des professionnels dans le secteur qui ont déjà accompagné d'autres patients, etc., etc., etc. En tout cas, on n'est plus sur une situation d'urgence vitale, donc on peut venir tout simplement déployer le fameux plan d'action des premiers secours en santé mentale pour venir effectivement accompagner cette situation d'urgence.
Et sinon, si on repère la situation d'urgence, à nouveau, bah là, on fait intervenir les services d'urgence et on essaye de se protéger et protéger la personne au maximum en attendant l'intervention des services d'urgence. Donc, comme je vous le disais, évidemment, et vous commencez à le comprendre, la question des premiers secours en santé mentale, bah, c'est forcément parler de sécurisation avec un grand S pour la pharmacie d'officine, pour vous protéger et pour protéger les collaborateurs et pour protéger les patients. Donc, il est notion de bonne pratique en parallèle de la question de ces premiers secours en santé mentale. Mettre en place les premiers secours en santé mentale, ça impose de penser, repenser un lieu ou des locaux dans lesquels vous allez pouvoir mettre en place les premiers secours en santé mentale, mais qui évidemment et bien sûr dépendent complètement du profil que vous avez en face. Je m'explique. Par exemple, ce que je vais dire juste après s'adapte complètement au profil que vous avez en face. Je vais vous en donner deux types différents, donc vous allez très rapidement comprendre les tenants et les aboutissants. Premier exemple, vous avez une jeune fille de 19 ans qui se présente à la pharmacie et qui présente très clairement des troubles alimentaires. Troubles alimentaires, on l'a vu ensemble, ça fait partie des troubles de la santé mentale. Donc, on va vouloir mettre en place le plan d'action aéré. Le problème, c'est que ce type de profil-là n'est clairement pas un profil sur lequel vous pourriez avoir un danger pour vous-même. Et qui plus est, le problème de ce profil-là, c'est qu'il a parfois des difficultés à échanger, à entamer l'échange sur son trouble, sur ses symptômes. Donc là, clairement, quand on parle de locaux, de lieux, euh, clairement, il est très intéressant de venir s'isoler dans un espace de confidentialité quand on en a la possibilité. C'est là où on parle de définir des espaces dédiés à l'accueil spécifique des patients qui soient bien aménagés, qui soient accessibles depuis l'espace de vente, mais qui évidemment suppose de penser à informer l'équipe lorsqu'on s'isole avec quelqu'un. Mais ça, ces conseils-là, ça marche uniquement dans certains cas et types de profils. Et évidemment, les deux situations sont à prévoir pour éviter d'être dans une situation non maîtrisée. Puisque, à l'inverse, dans quel cas est-ce qu'on pourrait pas, ou en tout cas, je ne vous recommanderais évidemment pas de vous isoler, bah, quand on a un profil avec un historique de conduite agressive qui s'est présenté à la pharmacie, lié à la santé mentale ou non, il n'y a aucun intérêt de s'isoler avec ce profil-là. Il est beaucoup plus sécuritaire, évidemment, de rester au comptoir, à la vue de tous, quitte à commencer à mettre en place l'échange si c'est possible, si le patient en face effectivement est suffisamment réceptif. Mais à nouveau, on ne s'isole évidemment pas, voire même on prévient effectivement les collaborateurs que telle personne est arrivée à la pharmacie. Si vous avez l'impression que l'échange peut peut-être se faire, mais risque peut-être de dégénérer, pour qu'il puisse y avoir un médiateur qui intervienne et qui va venir effectivement calmer et assurer la gestion de la situation au mieux. En tout cas, on peut mettre en place pour tout type de profil le plan d'action. Rappelons qu'il s'appelle aéré et que son objectif, c'est d'être le plus cadrant et facilitant possible pour amener les recommandations aux patients. Par contre, évidemment, l'idée et l'objectif n'est absolument pas et à aucun moment de vous mettre en danger pour ce plan d'action-là. Au-delà de les locaux qui sont déjà la base pour vous dire quand est-ce qu'on s'isole, comment et avec quel type de profil, forcément, il n'y a pas que ça à formaliser. Puisque l'idée et l'objectif va être de se dire justement comment on s'organise, quel type de profil, à quel moment, etc., etc. Comment est-ce que je m'assure de communiquer auprès de qui pour se sécuriser? Et forcément, au-delà de ça, rappelons qu'on parlait de réorienter auprès de professionnels de la santé mentale, auprès de ressources du secteur. Donc, il y a un moment où il faut se poser la question, quelles sont justement les structures dans mon secteur qui peuvent venir me permettre d'orienter, de réorienter le patient. Et donc, tout ça, ça fait partie d'éléments à formaliser. Comment je m'organise? Comment je me sécurise et quelles sont les coordonnées que je peux donner aux patients que l'on a en face en fonction des pathologies.
Si vous avez une association spécialisée dans les troubles alimentaires, à 2 pâtés de maison de votre pharmacie d'officine, c'est complètement l'occasion de venir, d'aller les rencontrer, de noter leurs coordonnées, à minima de savoir où ils se situent pour pouvoir dire aux patients, allez toquer à leur porte, ils sauront parfaitement vous accompagner pour aller plus loin. Ensuite, il y a la question des traces à garder, à nouveau et toujours pour vous protéger, puisque effectivement, si on se retrouve dans une situation où il y a un litige, une situation particulièrement complexe à traiter, soit dans l'instant, soit à long terme, vous aurez besoin de traces des actes, des réorientations, des éléments qui ont été dits, de la même manière que vous tracez vos actes pour les premiers secours physiques pour effectivement mettre en évidence, mettre en avant ce qui a été fait, ce qui a été dit avec le patient. À nouveau, c'est pas un exercice de grande littérature, mais de garder quelques traces, quelques notions. Si le patient revient le lendemain, pour aider le reste de l'équipe à traiter, si un autre membre de la famille vient toquer à la porte de la pharmacie, des choses comme ça, au moins vous gardez des traces, vous sécurisez, vous facilitez l'organisation. Et à nouveau, et je le redis, hein, les premiers secours en santé mentale, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on intervient? Bah, l'objectif est une intervention précoce pour favoriser le rétablissement. Donc, tout l'intérêt de ce qu'on a vu, de se sensibiliser, d'aller plus loin sur les signes, sur les symptômes, d'oser ouvrir l'échange avec, bah, par exemple, les fameuses 5 étapes. L'objectif, clairement, c'est de se sentir capable d'échanger autant sur la santé beaucoup plus opérationnelle, physique et visible que sur la santé mentale d'un patient que l'on a en face pour à nouveau faire une intervention la plus précoce possible. Donc, évidemment, l'objectif de ce webinaire qui, bah, vous commencez doucement à le comprendre et vous voyez l'heure défiler, bah, va pas tarder à toucher à sa fin, effectivement. Mais comme je vous le disais, l'objectif de ce webinaire, c'était de vous sensibiliser pour que derrière, vous vous sentiez plus à l'aise, vous puissiez aller plus loin avec l'ensemble des outils qui seront fournis post-webinaire par votre URPS. Donc, pour faciliter tout ce qu'on a pu voir, que chacun se sente capable d'intervenir dans ces cas-là, plusieurs outils ont été fournis. Donc déjà, vous allez avoir des supports de synthèse de tout ce que je vous ai dit. Premièrement, forcément, c'est pas noté, mais vous aurez l'enregistrement de ce que j'ai pu vous dire pendant cette heure de webinaire. Vous aurez ensuite un guide pour un éventuel référent en santé mentale et ou pour le titulaire qui va venir définir de manière un peu plus détaillée les éléments que j'ai pu vous définir jusque-là. Qu'est-ce que la santé mentale en allant un peu plus loin? Qu'est-ce que effectivement, qu'est-ce que les premiers secours en santé mentale? Et surtout, aller plus loin sur les pathologies sur lesquelles je n'ai pas pu évoquer grand-chose, tout simplement parce que c'est ce qui vous permettra de repérer les signes et les symptômes au comptoir. Ensuite, un mémo pour l'équipe, beaucoup plus synthétique. Vous aurez ensuite des fiches techniques qui vont vous permettre, de manière un peu plus mise en forme, disons, d'avoir un petit rappel des principaux troubles et d'avoir à chaque fois l'intervention aérée qui est adaptée en fonction des types de troubles. Par exemple, les 2 exemples que j'ai donnés, on n'intervient pas de la même manière face effectivement à un patient qui a une conduite agressive parce qu'il est sous l'emprise de stupéfiants que avec un patient qui présente des troubles alimentaires. Donc effectivement, vous avez le rappel des signes et l'intervention à adapter en fonction. Vous aurez clé en main un carnet de suivi, je vous l'ai dit, pour vous protéger des traces à garder. Vous pourrez noter vos interventions, vos réorientations dans le cadre des premiers secours en santé mentale. Enfin et pour finir, vous aurez une affiche A3 qui va vous permettre de faciliter les situations d'urgence, puisque à nouveau, on est passé rapidement, trop rapidement, mais justement sur qui contacter, dans quel cadre, mais surtout comment maîtriser la situation ensuite en interne pour éviter à nouveau l'escalade des difficultés, parce que on a un patient en face de nous qui a une conduite agressive, qui a une surconsommation de je ne sais quoi. Justement, comment on se protège, comment on le protège, etc., etc. Donc, vous aurez cette affiche A3 que vous pourrez mettre en place et déployer à la pharmacie. Donc, vous avez le QR code qui s'affiche pour ceux qui veulent dès à présent télécharger les outils. Je rappelle qu'on vous transmettra dans tous les cas le support, l'enregistrement et les outils.
Je vais donc maintenant prévoir un petit temps de questions-réponses si vous en avez, sachant que si vous en avez plus tard, vous pouvez évidemment revenir vers moi plus tard. Et si nous n'avons pas de questions, je laisserai donc Monsieur Piquion conclure. Eh bien, écoutez, il me semble qu'il n'y a pas de questions. Bon, à nouveau, vous pourrez les poser hein, sur le WhatsApp de l'URPS sans problème, si vous en avez une fois que vous avez commencé à relire les outils ou une fois que vous aurez regardé l'enregistrement à nouveau, etc., etc. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Et donc, Jean-Marc, je pense que je peux vous laisser la main. Bien, bah, écoutez, s'il y a des timides peut-être qui sont plus communicatifs à l'écrit ou a posteriori, merci à tous. Waouh, c'est un sacré sujet. Moi, je suis vraiment content qu'on ait fait ce webinaire, Oriane, et je voulais vraiment te remercier parce que c'est un sujet qui paraît pas comme ça, mais qui est très technique. Et au moins avoir Oui, des clés, même pour pouvoir décontenancer ou aborder ou désamorcer une situation, je pense que c'est vraiment fondamental. Il y a des sujets qui sont invisibles, il n'y a pas que la santé physique, il y a la santé environnementale. Nous, on a par exemple le chlordécone, le cadmium, bien d'autres sujets au niveau des toxiques qu'on peut accumuler, c'est pas visible. Et il y a aussi et surtout la santé mentale. Euh, donc voilà, je pense que libre à nous maintenant, fort des outils qu'on aura, de pouvoir dans la pratique essayer de décrypter, d'anticiper un petit peu plus ces situations qui pourront poser problème. Et en ça, on reste disponible, nous, pour des échanges. Je pense que même si ponctuellement, il y a des collègues qui auraient besoin d'un support ou quoi que ce soit, que tu resteras pas très loin de manière à pouvoir apporter l'expertise qu'est la tienne. Donc, tout à merci fait. vraiment à tous. Voilà, voilà. Et puis, j'espère que vous pourrez au moins, sur base des différents éléments, parce qu'il y a un gros travail, encore une fois, d'outils de mise à disposition, mais ça passera par nous, par vous, pour les faire vivre. Et voilà, donc j'ai envie de dire que la mise en pratique est donc ouverte. Merci à tous. Merci beaucoup, merci Oriane. Merci à vous Merci de à tous votre les attention, de votre participants. participation.